Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro du Noté pour vous. Alors dans ce numéro 282, je souhaitais attirer votre attention sur trois éléments particuliers qui sont importants dans la liste des éléments que j'ai pu vous citer dans votre document que vous avez reçu en pièce attachée de mon email de ce jour. Le premier concerne la BRRD. Vous savez que cette directive est entrée en application et surtout sa particularité, le bail-in, est entré en application le 1er janvier dernier. Alors j'attire votre attention sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Cet arrêt est daté du 20 septembre 2016, donc il est tout récent. Et il est important d'abord parce qu'il va confirmer une position qui avait été prise par cette même Cour dans un arrêt du 19 juillet 2016, dans laquelle la Commission européenne avait été confirmée dans son obligation d'examiner les circonstances spécifiques exceptionnelles qui vont lui permettre de déterminer si oui ou non elle va pouvoir accorder des aides d'État. Alors c'était un arrêt très important parce que c'était le premier arrêt en matière de bail-in, mais c'était un arrêt qui avait laissé un petit peu la place dans l'expectative puisqu'il ne confortait quand même pas non plus complètement la Commission dans cette nouvelle régulation qui est la BRRD et surtout cette mise en place du bail-in. Alors avec l'arrêt du 20 septembre 2016, on passe sur un tout autre terrain puisque non seulement la Cour va confirmer la base légale du bail-in qui va être imposée par la Commission européenne, mais elle va surtout s'attacher à dire qu'elle peut examiner des demandes en indemnité de la part d'investisseurs. Je vous rappelle en quelques mots le contexte. Alors, la question était de savoir si un compte de dépôt est protégé quel qu'il soit ou si on va réellement faire application du bail-in et donc appliquer les règles pour les montants supérieurs à 100 000 euros. C'était une question qui était juridique évidemment, mais surtout politique puisque les comptes détenus par ces investisseurs étaient rarement des comptes détenus par des Chypriotes eux-mêmes, même si ils étaient dans des banques chypriotes. Donc il y avait tout un contexte aussi politique qui tournait autour de cette affaire. La Cour va s'estimer compétente, va dire que ces recours sont recevables, ce qui n'avait pas été le cas dans l'arrêt du 19 juillet, mais par contre va rejeter ces recours en indemnité en raison des circonstances spécifiques exceptionnelles. Dans un second temps, j'aimerais mettre l'accent sur un autre document qui va dans un autre pan de nos marchés financiers, à savoir le règlement MIFIR, qui est un règlement qui va entrer en vigueur le 3 janvier 2018. Alors, l'évolution sur laquelle je voulais attirer votre attention aujourd'hui, c'est celle qui concerne les produits dérivés. Pourquoi? Parce que le MIFIR impose dans son article 28 et 32 une obligation de négociation aux produits dérivés qui sont eux-mêmes d'ores et déjà soumis au règlement EMIR. On retrouve, pour ceux qui sont aussi anciens que moi en la matière, une idée de ce qu'on avait avant la directive MIF, donc avant 2004, de l'obligation de concentration des ordres. Alors, c'était différent parce que l'obligation de concentration des ordres concernait les titres de capital et que là on est sur des dérivés, donc on est complètement à l'autre bout du spectre, puisque les dérivés normalement ont plus vocation à être négociés de gré à gré, et c'est pourtant eux qui vont repasser sous une sorte d'ancienne réglementation avec cette obligation de négociation, soit sur un marché réglementé, comme autrefois, mais une obligation de négociation qui est quand même beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était avant 2004, puisqu'ils peuvent aussi trader sur des systèmes multilatéraux ou sur ce qui va être créé, qui sont les ETF. On a donc désormais des discussions pour savoir comment va s'organiser cette obligation de négociation. Et tel est l'objet du document de discussion qui a été publié cette semaine par l'ESMA. Alors c'est un document intéressant, tout d'abord parce qu'il va reprendre ce qui existe. Alors il va reprendre ce qui existe aux États-Unis, au Japon et dans d'autres États pour voir comment ont été implémentés. Donc certains États sont plus en avance
que l'Union européenne sur ce sujet. Le document de l'ESMA ne va pas nous proposer des RTS comme on a l'habitude d'en avoir. On est dans une étape antérieure, à savoir une étape de discussion. Cette discussion va concerner, elle, par contre, les problèmes de granularité, les problèmes de maturité, les problèmes d'évaluation de la liquidité, un éventuel phase-in pour savoir comment va se mettre en place ces obligations en raison de la particularité quand même de ces instruments financiers que sont les produits dérivés. Alors c'est une consultation qui est ouverte jusqu'en novembre, c'est une consultation sur laquelle on va évidemment guetter l'opinion de l'ISDA. En dernier point, je souhaitais vous indiquer un document publié par l'Autorité des marchés financiers en matière de gestion d'actifs. Alors c'est une étude qui a été réalisée par l'AMF et qui concerne la distribution transfrontalière de fonds. Cette étude vient en fait corroborer la réponse de l'Autorité des marchés financiers à la consultation du 2 juin dernier lancée par la Commission européenne sur ce même sujet de la distribution transfrontalière de fonds. Cette étude est intéressante parce qu'elle est chiffrée et elle est intéressante parce qu'elle conteste assez frontalement, il faut le dire, les éléments avancés par la Commission européenne et qui va en même temps, in fine, déplacer le débat de la distribution transfrontalière, non pas sur le passeport, sur la réglementation liée au passeport, sur le coût lié au passeport, sur les difficultés liées au passeport, mais sur la documentation marketing, à savoir sur tout ce qui est support de communication à caractère promotionnel. On a donc balayé ainsi plusieurs sujets complètement différents en fait, des activités qui nous occupent tout au long de l'année dans notre département. Je tenais quand même à vous dire juste un mot en matière de règlement prospectus 3, puisque comme vous avez pu le voir dans le noté pour vous qui vous a été envoyé ce jour, les eurodéputés ont voté en première lecture conformément au rapport de la commission Econ, donc l'ensemble des dispositions dont je vous ai parlé la semaine dernière en matière d'exemption, en matière de résumé, en matière de prospectus lui-même, en matière de facteurs de risque, toutes ces nouvelles informations sont la base de discussion entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne pour arriver à finaliser un document qui pourrait voir le jour au cours de l'année 2017. C'est fini pour cette semaine. J'espère que mes choix vous auront convaincu de l'importance des marchés financiers et je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.